Aujourd'hui, on va envoyer du lourd avec la 12e génération de processeurs Intel inclus à l'intérieur d'un mini PC. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Geekom Mini IT12. Et il s'agit d'un vrai mini PC puisqu'il mesure 11 cm de côté et 4,5 cm de hauteur. Vous allez sûrement me demander s'il y a des faux mini PC, c'est pas totalement ça, mais par exemple la concurrence directe chez Ryzen, le 6800U a un facteur de forme sensiblement différent avec quelques centimètres de... Après je connais pas non plus tous les mini PC sous 6800U, mais il faut bien avouer qu'on a quand même un facteur de dissipation thermique assez important à l'intérieur de ces ordinateurs, d'où choisir finalement le bon boîtier. On est sur du refroidissement actif, on a bien un ventilateur dedans. Je vous dirai bien sûr à quoi vous devez vous attendre en matière de nuisance sonore. Dans cette version, l'ordinateur pèse 652 grammes, il est léger, vous pourrez le cacher à l'arrière d'un écran d'ordinateur si vous le souhaitez. La connectique est ultra complète, c'est la meilleure que j'ai pu voir sur un mini ordinateur jusqu'ici avec la présence de 2 ports USB-C type 4, avec la présence de 2 prises HDMI 2.0, de l'Ethernet 2,5 gigabits, un USB 2 standard, ça c'est pour la blague, mais surtout la présence de 3 ports USB 3.2 Gen 2. Les deux autres étant situés en face avant avec une prise casque. À la limite, j'aurais bien vu un des ports USB 4 en face avant, mais ça c'est vraiment pour du râlage à 2 balles. Toujours au niveau de la connectique, mais cette fois-ci caché à l'intérieur de l'ordinateur, vous avez un port M2 supplémentaire du 2242, et une baie pour pouvoir mettre un disque dur en 2,5 pouces branché en SATA. Au niveau du sans fil, on a du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Et bien sûr, comme c'est écrit juste ici, on a de l'Intel Inside avec le processeur 1260p pour ma version, avec la possibilité de choisir un Intel Core i5, je vous dirai en fin de vidéo, ce que je recommande de manière générale en fonction de votre profil utilisateur, avec la possibilité en plus de choisir de la RAM supplémentaire ou pourquoi pas du stockage supplémentaire. C'est parti pour le test. Même installation que d'habitude, je vais utiliser mon écran 4K et tous les tests seront effectués dans cette définition, sauf si je vous dis le contraire. D'ailleurs, dans l'absolu, vous allez pouvoir brancher un écran 8K sur les ports USB-C. J'ai pas d'écran 8K à la maison. Il me semble qu'il y avait une réglementation qui était passée, je sais pas si elle est passée d'ailleurs, qui limitait la définition des écrans. Et voilà, mon environnement de travail, en tout cas l'environnement de cette vidéo d'aujourd'hui, on peut dire que ça prend extrêmement peu de place, avec une distribution de Windows 11 Pro à l'intérieur de cet ordinateur, qui normalement doit être activé, j'ai pas fait la vérification, mais enfin, voilà. C'est de l'ordre du symbolise, Windows est activé à l'aide d'une licence numérique. J'en oublierai presque mes bonnes manières, on va se faire le test de démarrage de Windows, donc je vais démarrer, appuyer sur le bouton Power de l'ordinateur, et on va voir en combien de temps on arrive sur le bureau de Windows. Ça devrait aller quand même assez vite. Bah voilà, je suis déjà sur cet écran-là. Ça a pris moins de 10 secondes. Je m'attendais pas à ça. Cette vitesse, on la doit bien sûr au processeur sur lequel on reviendra à l'intérieur de cette vidéo, mais bien sûr à la présence d'un disque dur type SSD NVMe branché sur le fameux port M2 pour lequel on va essayer d'étudier la vitesse. Et voilà les résultats Crystal DiskMark avec 3000 mégabits par seconde en lecture et un petit décrochage en écriture à 1300. En français, on est sur un très bon milieu de gamme avec, par comparaison sur les disques durs à l'ancienne, on est à 100 mégabits par seconde, là on est à 3000. Vous comprenez pourquoi les données sont délivrées rapidement et quel peut être l'intérêt quand on a un processeur puissant. Il faut pouvoir recevoir les données rapidement, sinon l'ordinateur reste lent, d'où l'intérêt d'avoir ce type de SSD NVMe à l'intérieur d'un ordinateur. Pour la partie la plus performante du marché, on doit être, il me semble, autour de 8000 mégabits par seconde. Faut que je vérifie pourquoi on a un petit décrochage en écriture qui est pas dramatique, ça reste quand même des vitesses assez élevées. Mais il me semble, normalement, on devrait pouvoir être autour de 3000 en écriture aussi. Voyons voir l'impact sur les applications. Alors, quoi que je lance, ça va être instantané. Voilà, on va mettre ça. Bon, j'imagine que ça, c'est préchargé légèrement à l'intérieur de la RAM. Steam se lance rapidement aussi. Media Player, ça devrait être assez rapide. Ok, nickel. On se fera bien sûr la partie jeux vidéo tout à l'heure. Là, on va se faire de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne AviExpress. J'ai lancé une vidéo de smartphone hier. Je vais virer la pub. L'objectif, c'est de voir si, tout simplement, l'ordinateur est en mesure de décoder les flux à la 4K sans aucun problème. Ce qui va être le cas, je vais faire une avance pour être sûr, voilà, que ce soit préchargé en 4K. Me mettre en plein écran, c'est quasi instantané. Hop. Ah oui, j'ai oublié le raccourci, encore une fois, pour étudier la partie performance et vous montrer le diagramme processeur, la consommation de ressources lorsque l'ordinateur est en train de lire un fichier 4K. On est autour, voilà, de 22%, c'est anecdotique. Idem pour la partie iGPU, autour de 24%. Si maintenant je vais sur mon réseau pour lire un fichier, alors de 60 gigaoctets qui transite uniquement par le réseau Wi-Fi, preuve que le Wi-Fi fonctionne bien, mais on fera des tests plus poussés après, je vous le montre pas le fichier pour une question de droit d'auteur, en tout cas pas trop. C'est décodé sans aucun problème, du H265 encapsulé dans du MKV en 4K. Et même combat que tout à l'heure au niveau de l'utilisation processeur, on est toujours sur du 22% et 20% pour la partie IGPU, l'ordinateur ne transpire absolument pas. Et ben cette fois-ci, je vais être encore moins sympa, cette fois-ci un fichier 8K qui transite encore une fois par mon réseau Wi-Fi 6E. On va vérifier si l'ordinateur est en mesure de le lire de manière fluide, et c'est le cas. Je vais aller vérifier, hop, faut vraiment que je le retienne ce raccourci.
À chaque fois, vous me le dites directement en commentaire. Là, on voit que l'ordinateur transpire déjà nettement plus. Il est utilisé à hauteur d'à peu près 80%, 40% pour la partie iGPU. L'IGPU trahissant la partie graphique, Intel Iris Xe à l'intérieur de cet ordinateur-là. La partie CPU, on en reparle dans un instant, mais vous pouvez le voir ici. C'est le 12e génération, le i7-1260p. C'était attendu évidemment, mais rien ne va résister à cet ordinateur en matière de décodage vidéo. Il est même capable de prendre en charge la 8K, ce qui est logique puisqu'on a un port USB 4 à l'arrière de l'ordinateur, théoriquement capable d'exploiter une télévision en 8K, en tout cas d'être relié à un téléviseur ou à un écran en 8K, et donc de pouvoir décoder un flux 8K, ça paraît quand même assez logique. Je le dis pour les plus curieux, Netflix évidemment fonctionne sans aucun problème, Prime Video aussi, toutes les suites de streaming marchent sur cet ordinateur. Il en sera de même pour la suite Office, pour Excel, PowerPoint, etc. Pour une grande partie des logiciels que vous pouvez vouloir utiliser, ça fonctionnera impeccablement sur cet ordi. À noter que la licence Office n'est pas incluse à l'intérieur de l'ordinateur, évidemment. Le vrai défi va plutôt porter sur des logiciels beaucoup plus complexe. Et c'est là que votre investissement dans un Intel Core i7 de 12e génération va payer. Là, on va se faire un test de montage. Le montage étant une des disciplines qui requiert le plus de puissance sur un ordinateur. Ce que vous avez à l'écran est une vidéo enregistrée en 5,7K. Donc, j'utilise Insta360 Studio pour le montage et les caméras Insta360 pour réaliser les films. C'est impeccablement fluide. Il faut des processeurs extrêmement puissants et des disques, des NVMe assez corrects aussi pour pouvoir faire tourner ce genre de vidéo de manière fluide, faire du montage de manière fluide. Vous pouvez le voir, c'est assez cool comme caméra, c'est assez cool comme système de montage. Et pour filmer, je vais regarder la sollicitation du processeur, ça va être assez intéressant de voir. Et comparer peut-être par rapport à la génération Intel 11, on est autour de 70% de sollicitation processeur et 60% GPU. Finalement, c'est commun par rapport à la génération précédente Intel. Ce qui n'empêche pas la nouvelle génération d'être sensiblement plus performante que l'ancienne, en tout cas présente dans le Mini IT11. Aujourd'hui, je vous présente le Mini IT12. Vous pouvez le voir à hauteur de 9% d'écart entre les deux en single core. En multicore, ça commence déjà à se creuser au niveau d'écart. On est sur du 27%. Au niveau graphique, normalement, on a les mêmes cartes à l'intérieur, donc ils ont exactement les mêmes scores. Ce qui peut être intéressant, c'est de les comparer à spectre égal. Par exemple, le Intel Core i7 1260p de cet ordinateur-là face au Ryzen 7 6800H, qui est un peu plus cher quand même sur le marché à l'heure actuelle. On va retrouver du 12 cœurs à l'intérieur du Intel 8 à l'intérieur du AMD, mais cadencé différemment. Vous pouvez le voir ici. On a 8 cœurs qui sont cadencés à 3,4 GHz, alors qu'on est à 4,70 pour la partie max sur les 8 cœurs concernant le AMD. Je parle peut-être chinois à certains. On va donc avoir en single core un processeur plus performant au niveau du Intel, comme vous pouvez le voir ici, à hauteur de 15% par exemple pour Cinebench. Mais en multicœur, ça pourrait presque paraître étonnant puisqu'il y a plus de cœurs à l'intérieur du Intel, légèrement plus performant pour la partie Ryzen, mais ça se joue pas à grand chose. Au niveau graphique, c'est Ryzen qui va tirer son épingle du jeu, comme vous pouvez le voir de manière assez nette, mais encore une fois, il est plus cher. Benchmark mis à part, et d'un côté plus pragmatique, ce qui va être intéressant avec ce genre de processeur et sa puissance, c'est de pouvoir effectuer par exemple de la compression à vitesse plus que raisonnable. Alors c'est difficile de vous donner des points de comparaison comme ça, mais vous pouvez me croire, avoir un processeur qui tient la route, c'est essentiel lorsqu'on fait de la compression vidéo, et là ça compresse quand même assez rapide. Pour accélérer la compression, il n'y a pas le choix, il faut une carte graphique dédiée et donc un ordinateur beaucoup plus cher. Tenez, voilà un benchmark intéressant qui traduit les différences entre la précédente et la nouvelle génération. On avait un score de 4500 points sur la précédente génération, on est monté à 5300 sur la nouvelle, et ici une segmentation qui découpe un peu, vous disant que pour la partie essentielle, forcément l'ordinateur est ultra à l'aise au niveau productivité, tout ce qui va être tableur Excel, tout ça, sans aucun problème, et qu'on commence effectivement à toucher très sérieusement à des ordinateurs capables de faire la création de contenus digitaux comme vous l'avez pu le voir, ce qui signifie du Photoshop, du montage vidéo. Un mini PC n'est jamais fait pour jouer aux jeux vidéo. En tout cas, pas à ma connaissance, il faut une carte graphique dédiée pour ça. Mais celui-là a quand même des capacités. Je vous avais prévenu en début de vidéo, je vous avertirai lorsqu'on va tomber de la résolution, et là on va passer sur du Full HD pour essayer Counter-Strike Go, ce qui est un peu un moindre mal. Et la carte graphique coûte aussi cher que l'ordinateur au complet. Ça vous donne un ordre d'idée. Counter-Strike Go en Full HD fonctionne sans aucun problème, avec des paramètres graphiques quand même relativement baissés. Surtout l'anti-aliasing qu'il faut absolument gommer parce qu'il n'est pas en mesure de gérer ça. Mais vous pouvez voir, il y a un bon niveau de fluidité, c'est très étonnant. En tout cas, ce jeu-là est jouable. Maintenant, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, la carte graphique était sollicitée quasiment à 100%. Par contre, le processeur, lui, était pas mal épargné. Vous pouvez vous prendre à rêver à jouer à d'autres jeux vidéo, mais ça va être compliqué. On va faire la mise à jour d'Apex Legends. Ça va nous permettre de voir, d'avoir une estimation de la vitesse de téléchargement, 66 mégaoctets par seconde, 58. Alors ça dépend de l'encombrement réseau, j'ai la fibre à la maison,
qui devrait être sur du 2 gigabits par seconde. Dans l'idéal, il aurait fallu atteindre, je sais pas, les 100 mégaoctets par seconde en vitesse de téléchargement. Là, on est à 60, ça reste honnête. Regardez, avec une pointe à 68 mégaoctets par seconde, juste en surélevant l'ordinateur, j'ai pas créé la combinaison idéale. On va même monter à 70 mégaoctets par seconde. Il est probable qu'il soit en mesure de s'approcher des 100 mégaoctets si mon routeur était à côté. Tenez, je vais vous faire écouter le bruit de l'ordinateur vraiment quand il transpire. On a un léger bruit de soufflerie qui se fait entendre uniquement parce que là, il est en pleine charge. Tenez, on va d'ailleurs faire un petit monitoring de température. Là, je suis autour de 47 degrés, très raisonnable. Maintenant que l'ordinateur a fini de charger le jeu, je vais faire ce que je n'avais osé faire dans le précédent test, le Mini IT11, qui pourtant a la même carte graphique. On va essayer quand même de jouer à Apex Legends en 720p. Triple buffering. On va quand même désactiver pas mal de choses. Hop, ouais, la RAM, non, faut pas déconner, on n'est pas sur ce genre d'ordinateur. Je vais le laisser sur 2 Go, vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'anti-crénelage. Ça, c'est bon. Ok, nickel. Alors, c'est très, très ambitieux de vouloir jouer à ce jeu-là, tout simplement parce qu'il consomme quand même pas mal de ressources, même si, globalement, ça reste raisonnable. C'est pas le pire des jeux disponibles aujourd'hui sur le marché. On doit peut-être être toujours sur un Red Dead Redemption 2 pour la consommation carte graphique. À voir, faut que je me tienne un petit peu à jour. Mais on a quand même un certain niveau de fluidité. Regardez, en 720p, pas l'image la plus belle du monde, forcément. On n'a pas la définition la plus belle du monde, surtout quand on a un écran en 8K et que l'anti-crénelage est désactivé, mais on a quand même quelque chose d'explorable, de jouable. Après, dans les phases intenses de combat, évidemment, le nombre de polygones augmentant, il va y avoir des ralentissements. C'est pas fait pour performer. Là, on est vraiment sur une partie démo. L'objectif, c'est juste de voir si l'ordinateur gère quand même de manière assez fluide les déplacements. C'est le cas visiblement, c'est cool. C'est pas moi qui vais vous faire une démo du jeu d'ailleurs. Ah, petit point d'intention, j'ai eu un pic à 100 degrés pendant que j'étais en train de jouer à Apex Legends. Ce Geekom Mini IT12 représente un très bon rapport qualité-prix, notamment pour ceux qui veulent bosser. Il est capable de faire tourner tous les logiciels, que ce soit des logiciels alors, de bureautique classique, un peu de logiciels de montage aussi, comme vous pouvez le voir. Je peux tout à fait l'utiliser pour effectuer mes montages PC. J'utilisais d'ailleurs un ordinateur moins performant que ça, il y a encore relativement peu de ça avant de changer. Le mien coûte 3000 €, donc il n'est pas exactement dans les mêmes sphères. Vous allez pouvoir bien sûr faire lire de la vidéo, aller sur internet, tous ces basiques-là. D'ailleurs, ça vaut le coup de se poser la question si vous avez besoin d'un i5 ou d'un i7. Le i5 vous coûtera une centaine d'euros moins cher, à peu près, hein, grosso modo. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien coûtent les différentes versions de l'ordinateur. Le i5 sera parfait pour de la bureautique, sera parfait pour regarder des vidéos, pour aller sur internet, du jeu en 2D comme ça, occasionnel, ça marchera nickel. Si vous avez besoin d'un surcroît de puissance, si vous commencez à faire de la retouche photo, du montage vidéo, vous aurez besoin d'un processeur plus performant. Et c'est là que le 1260p que vous avez vu fonctionner aujourd'hui va s'imposer. Mais sinon, vous verrez relativement peu de différence entre les deux. Autant partir sur le moins cher, autant partir sur le i5. J'aurais tendance à vous conseiller 16 Go de RAM de manière générale, même si 32, c'est une aisance supplémentaire. Dans le mien, j'ai 32, donc je ne vais pas cracher dessus. Mais c'est assez rare d'exploiter totalement 16 Go de RAM aujourd'hui. N'investissez pas dans du 32 si ça vous est pas utile. À la limite, investissez plus dans du stockage qui lui va être assez essentiel, que ce soit stockage interne sur le NVMe ou stockage externe pour une partie plus pérenne, des données on va dire plus sensibles. Avec un disque externe, ça peut toujours faire plaisir. Port USB 4 notamment pour exploiter des interfaces externes comme un disque dur ultra rapide, ça c'est cool. Pouvoir aussi envoyer de la vidéo jusqu'en 8K, pour moi la 8K c'est pas fondamental, mais c'est un plus. L'USB 4 ça faisait partie des prérequis que j'avais personnellement sur mon ordinateur. S'il vous faut un peu plus de performance, il existe une version 6800H ou 6800U chez AMD directement disponible chez Geekom. Alors je crois qu'ils sont en précommande pour l'instant. Je vous mets le lien directement dans la description. Avec lui, vous obtiendrez peut-être un peu plus de performance sur la partie graphique, mais ça va pas changer grand-chose. Ça va pas changer une vie. C'est pas AMD qui va vous donner l'occasion de jouer réellement aux jeux vidéo de manière aisante. Sur les deux ordinateurs, ce sera grosso modo la même chose. C'est pas des ordinateurs faits pour la partie jeux vidéo. J'espère que vous avez aimé ce test. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Vous avez donc les liens vers tous ces ordinateurs, y compris les précédentes générations que j'ai pu tester directement dans la description. Je vous mettrai aussi des liens vers des ordinateurs moins chers avec leurs compétences, ce que vous allez pouvoir faire avec, et puis les tests que j'ai pu effectuer aussi, ça peut toujours être intéressant. Pensez donc à liker cette vidéo, à me laisser un message si vous avez des questions concernant cet ordi, et moi je vous dis à très vite pour un autre test comme d'habitude sur AviExpress. Salut!